Alors, un sujet pas simple à traiter, puisque, comment dire, c'est un sujet qui est bien entendu mélangé de beaucoup d'aspects, chacun avec ses tendances. Mais on va faire un petit point historique. Ce que j'aimerais d'abord entendre, c'est qu'est-ce que vous connaissez du sionisme? N'ayez pas peur, hein, d'entre nous. Ce n'est pas noté. Qu'est-ce que vous connaissez du sionisme? Ouais, Alexis. Théorisé, ouais. Comment? Au 19e siècle, ok. C'était un Autrichien. Donc c'est ça le sionisme. Non. Ok. Qui d'autre? C'est bon? Qu'est-ce que vous connaissez du sionisme? C'est quoi le sionisme? Personne ne connaît rien du sionisme en fait. Non? Baya? Qu'est-ce que tu connais du sionisme? D'ailleurs, pourquoi tu voulais traiter de ce sujet? Tiens, c'est intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont antisionistes. Ok. Non, enfin, antisémites oui, mais antisionistes aussi. Et j'en entends tout le temps parler d'un point de vue négatif, du coup, mais pas tant d'un point de vue positif. Donc, enfin, ou en tout cas d'un point de vue de la communauté que ça concerne. Voilà. Ok, très bien. Donc toi, en fait, ce qui t'interroge, c'est comment ça se fait que on parle, c'est-à-dire qu'on puisse savoir, enfin, pourquoi j'en entends parler de manière négative. De qui d'ailleurs? Des médias principalement. Médias, ok. Médias français. Ok. Médias américains aussi. De gauche, de gauche. De gauche. La Fox, non. Alors, ça, il me semble, c'est-à-dire, là ici, évidemment qu'on va être obligé, enfin en tout cas pour ma part, c'est pour ça que je vais essayer d'être le plus, comment dire, le plus objectif possible, mais on va être obligé, malgré tout, d'avoir, comment dire, d'avoir des références, on va dire, historiques, qui peuvent être interprétées de manière très différente, évidemment, mais il y a quand même une objectivité de l'histoire, et il faut la connaître. Alors ce qui fait peur, c'est que apparemment vous ne connaissez pas grand-chose, mais, mais au moins une chose est sûre, et je vais démarrer de ce que Alexis a dit, c'est quoi? C'est, d'un côté, il nous parle de la théorisation, de, comment dire, de Herzl du sionisme, mais de l'autre côté, il définit le sionisme comme étant, comment dire, la volonté d'avoir une terre pour le peuple juif. D'accord? Et ça, pour moi, c'est très intéressant, je vais te dire pourquoi. Parce que, effectivement, en vérité, les deux sont justes. Voilà, ça veut dire ça s'entend tout à fait, c'est exactement ce qu'on pourrait dire, chacun. Mais il y a quand même quelque chose qui paraît bizarre, c'est quoi? C'est que la volonté d'avoir une terre pour le peuple juif, elle est bien plus ancienne que Théodore Herzl. Alors, comment on peut dire que c'est Herzl qui a théorisé comment dire, cette volonté, on va dire? D'accord? Tu comprends ma question? Mais pourquoi la trouver? On l'a. Et on l'a depuis 3000 ans. Elle a été proposée à Abraham. On la reprend. Donc en quoi Herzl est important dans cette quête? Ça, c'est une question historique. Vous comprenez ma question? À qui la terre d'Israël s'est adressée et s'est révélée en premier dans l'histoire? À Abraham? Ouais, Abraham. Vous connaissez Abraham? Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a reconnu Hachem. Ouais, il a reconnu Dieu à 52 ans. Il a complété sa Emouna. Et au moment où il complète sa Emouna, bien entendu, il est considéré comme
comme un ennemi du projet universel, d'accord, de l'époque, qui était conduit par un personnage qui s'appelait Nimrod, et qui a construit la tour de Babel. Vous avez entendu parler de la tour de Babel. Lorsqu'il a construit cette tour de Babel, il avait un projet qui était un projet, d'unification de toutes les, les civilisations et tous les hommes, tous les individus, d'accord, autour d'un projet qui est le sien, un projet universel, et idolâtre. À l'époque, c'était un projet idolâtre. Donc l'objet de la construction de la tour de Babel, c'était d'aller combattre Dieu, donc d'isoler l'homme du divin. Ouais, ce qu'on appelle en français, aujourd'hui dans le langage moderne, de séculariser, ouais, c'est-à-dire de faire une séparation entre les religions et l'État. D'accord ? Donc c'était déjà un projet très ancien, et là, bien entendu, le seul qui était à part et qui s'opposait bien sûr à ce projet, c'était Abraham. Abraham, qui était tout seul, ne représentait pas de menace véritablement. Pourquoi ? Parce qu'il était stérile et qu'on savait très bien que qu'il n'allait pas avoir de descendance et qu'il était complètement insignifiant. D'accord ? Donc malgré tout, il avait son discours qui était un discours qui portait, et il arrivait à influencer les gens vers ce qu'on appelle le monothéisme. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le nomme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Nimrod, il a chopé Abraham, il a dit, écoute, tu vas t'arrêter de parler parce que tu commences à casser notre projet. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a amené devant une fournaise, et il a demandé à Abraham de reconnaître l'idolâtrie, ouais, de renier ses positions. Qu'est-ce qu'il a fait ? Abraham a refusé, il a sauté dans la fournaise et il est sorti vivant. Ouais. Une fois qu'il y a eu cet épisode-là de ce qu'on appelle Ur-Kasdim, ouais, Ur-Kasdim, c'est la fournaise de Kasdim, ouais, c'est un endroit, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham. C'est la paracha de Lech Lecha, la troisième paracha de la Torah. À Lech Lecha, tout de suite après cet épisode, Hachem se révèle à Abraham, et qu'est-ce qu'il lui dit ? La première des choses qu'il lui dit, Lech Lecha el haaretz asher areka. Dans la Torah, il n'y a pas d'autres discussions. C'est la première parole prophétique que Hachem adresse à Abraham. Cette parole, elle est Lech Lecha, va pour toi, El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. D'accord ? Donc c'est la première fois qu'on entend parler de la terre d'Israël, mais on en entend parler, ouais, dans une promesse, c'est-à-dire dans un parcours, dans une destination qui est adressée à Abraham. D'accord ? Et on ne la désigne pas. Il lui dit, va vers la terre que je te montrerai. Ok. Abraham, dans une confiance absolue, d'accord, il suit le projet divin et il part vers cette terre inconnue qui était à l'époque appelée Canaan. Ouais, cette terre-là était appelée Canaan. Là-bas, évidemment, qu'il y avait des habitants. Il y avait des gens, d'accord, qui habitaient cette terre. D'accord. Le mythe de l'argument qui est de dire nous étions les premiers est un argument qui ne tient pas. Ouais, les Juifs n'étaient pas les premiers. Je vais enlever tout de suite vos espoirs et votre imaginaire. Les Juifs n'étaient pas les premiers sur la terre d'Israël. D'accord ? Que les choses soient claires. Il y en avait avant. Il y avait des gens avant, comme ce que dit la Torah elle-même, puisque quand Abraham est arrivé sur la terre d'Israël, il y avait les Kénanim, il y avait 7 peuples, 7 nations qui étaient là, présentes et qui vivaient sur cette terre. Mais Hachem a quand même, malgré tout, promis cette terre à Abraham pour lui et sa descendance. D'accord ? Donc Abraham arrive sur cette terre, et qu'est-ce qui se passe ? Au moment où il arrive sur cette terre, famine. Ouais, il descend en Égypte, il fait ce qu'il a à faire, il remonte d'Égypte, et il arrive sur la terre d'Israël, et puis voilà, il fait son parcours, il vit, et il commence à avoir ses enfants, etc. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il était stérile, et qu'il ne pouvait pas avoir de descendance. Donc, à un moment donné, arrive un épisode qui est capital pour ce qui s'appelle le sujet de la terre d'Israël et le peuple d'Israël. C'est quoi ? C'est... Éteins-le. C'est qui ? D'accord ? Il arrive à un moment donné où Hachem et Abraham ont une discussion sérieuse. Abraham, il vient de gagner la guerre contre les rois, et il vient de sauver son neveu Lot. Et il est peiné, il a peur. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, en fait, tout mon mérite, c'est de gagner des guerres, quoi. Je suis plus fort que tout le monde, je suis un héros, mais au final, c'est pas ça ma vie. Moi, ma vie, c'est une vie de quête spirituelle, je cherche à avoir quelque chose de beaucoup plus valeureux que d'être un héros. Ouais.
Donc Hachem lui dit, écoute Abraham, ne t'inquiète pas, parce que ton mérite est infini. Il est infini. Ouais, c'est un mérite immense. Et là, il le prend et il le fait sortir de ce qu'on va appeler, nous, le système astrologique. D'accord ? Il le fait sortir de son destin et il lui montre, au-dessus du destin de l'homme, il lui montre une autre vision, une autre manière de voir le monde, une autre manière de voir l'avenir. Et là, à ce moment-là, il lui dit, écoute Abraham, tu vas avoir une descendance. Et cette descendance, elle sortira de tes entrailles. D'accord ? Et là, Abraham, il dit, ok, il est Mahamine, il a confiance en Dieu, aucun problème. Et donc Hachem, la Torah témoigne de la tzidkout, ouais, la justice et la droiture d'Abraham. Et tout de suite après, ouais, il lui dit, et je vais faire hériter de la terre à ta descendance. Donc la descendance, c'est réglé. Abraham, il a confiance. Il sait qu'il aura une descendance, même si c'est pas possible, mais il sait que Hachem va faire un miracle. Et là, quand il lui dit, écoute, on va faire hériter de la terre d'Israël à ta descendance, là, Abraham, il dit, calme-toi, j'ai pas compris. Comment c'est possible? Bema Eda, une phrase, qui coûte cher, qui coûte très cher, ouais. Bema Eda qui irachena. Par quoi je vais savoir, qu'est-ce qui va me certifier, ouais, que ma descendance va en hériter, ouais. Je vais lire ça un petit peu avec vous. Voilà, c'est par là. Voilà. Vayomer Elav, donc avant de lui adresser cette nouvelle que sa descendance va hériter de la terre, il lui dit comme ça, Hachem dit à Abraham, Ani Hachem, je suis Hachem. Asher Otseticha, ouais, mais Ur Kasdim, qui t'a fait sortir de Ur Kasdim, c'est-à-dire de cette fournaise. La tête lecha, tout ça pourquoi? Pourquoi je t'ai fait sortir? Ouais, pourquoi je t'ai fait sortir de cette fournaise? La tête lecha et haaretz azot lerishta, pour te donner à toi cette terre comme héritage. Donc Hachem fait sortir Abraham d'une fournaise dans un seul but. Ouais, pour lui donner la terre, cette terre-là sur laquelle tu te trouves, en héritage. Donc la première fois où on parle de la terre d'Israël, et la première fois où on la promet à quelqu'un, ouais, c'est Abraham. Maintenant il lui dit quoi? Abraham lui répond, Vayomar, Hachem Elohim, ouais, Bama Eda Ki Irachena. Comment je vais savoir que je vais l'hériter? Qu'est-ce qui va me certifier que je vais l'hériter? Ici, la Gemara, le Talmud nous dit, dans Nedarim, que quoi? Que Abraham a douté. Ce doute-là est une faute, et à cause de cette faute-là, va découler ce qui va découler. Vayomer Elav, il lui dit à Hachem, prends-moi, ouais, ce qu'on appelle ici l'alliance des morceaux. Ouais, il fait une alliance avec Hachem, il prend une génisse, il prend plusieurs animaux qu'il coupe en deux, il passe à travers pour contracter une alliance avec Hachem, et donc pour confirmer cette promesse entre Dieu et Abraham, qui est qu'il va hériter de la terre. Mais, il lui dit, Vayomer le Abraham, il lui dit Abraham, Yadoa Teda, qui ger yé zaracha beretz lolaim. Tu sauras que quoi, que ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas à eux. Va Vadoum, ils seront asservis. Veinu otam, ils seront, oppressés. Arba me'ot shana, 400 ans. Vegam et agoy asher ya'avodu, et ce peuple-là qui leur fera du mal, dan anochi, je le jugerai à un moment donné, va'acharen yetsu bechush gadol, et après seulement ils sortiront avec une grande richesse. Ve'ata tavo el avotecha beshalom tkara beseva tova. Point. Bayom Aoud conclut la Torah, ce jour-là, Karat Hachem et Avram, Avram a contracté, Hachem a contracté avec Abraham, Brit, une alliance, les morts en disant, les aracha à ta descendance, natati, et haaretz azot, je donnerai la terre, cette terre-là, minar mitzrayim, et là il donne les frontières de la terre. D'accord? Donc on voit d'ici quelque chose quand même qui
qui présente la terre d'Israël d'une manière qui est quand même assez étonnante. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle s'adresse à Abraham. Hachem promet à Abraham l'héritage de cette terre, ouais, qui fera hériter aussi à sa descendance, mais seulement Abraham doute. Il dit comment je vais savoir que je vais l'hériter? Pourquoi il doute? Parce que si ça s'adresse à sa descendance, lui, il peut être un grand sadique, il peut la mériter, mais c'est pas dit que sa descendance la méritera. Donc peut-être qu'ils l'auront pas, cette terre. D'accord? Donc il veut une certification. Il veut une assurance que ses enfants auront la terre coûte que coûte, même s'ils sont pas méritants. Pour ça, il faut une alliance. Mais il faut une alliance. Une alliance, ça coûte cher, une alliance. Ouais. Quel est le prix de cette alliance? C'est quoi? C'est que ta descendance devra être étrangère sur une terre qui leur appartient pas. Pendant 400 ans, ils seront asservis, ils seront esclaves, etc. Quel rapport? Quel rapport? Ouais. Pourquoi? Et là seulement, après avoir contracté cette alliance, alors Hachem conclut et dit, à ta descendance, j'ai donné cette terre, je donnerai cette terre, ouais, une fois qu'ils seront sortis d'Égypte. Maintenant, on voit quelque chose ici qui est surprenant, c'est quoi? C'est que aussi bien Abraham que sa descendance, c'est-à-dire nous, le peuple d'Israël, on va accéder à la terre que parce que Hachem nous a fait sortir de quelque part. Rappelez-vous le premier verset, c'est quoi? Hachem dit à Abraham, ouais, je t'ai fait sortir de Ur Kasdim, de cette fournaise. Je suis Hachem, je t'ai fait sortir de cette fournaise dans le but de te donner la terre en héritage. Pareil, de la même manière, ta descendance, si tu veux que ta descendance soit aussi certaine de rentrer en Israël que toi, il faut qu'ils aient le même mouvement que toi. Quel est ce mouvement? C'est une parole, c'est la première parole de la Torah. Ouais, Anori Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc Ani Hachem, ici il dit Abraham, je suis Hachem. Anori Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc je me présente à toi, Ani Hachem, je me présente à toi par le fait que je t'ai fait quelque chose. Je t'ai fait sortir, toi Abraham, de la fournaise. Je vais faire sortir le peuple juif de la terre d'Égypte, qu'ils les ont asservis et dans laquelle ils ont été étrangers. Et tout ça pourquoi? Pour te donner la terre, ou pour donner la terre à ta descendance. D'accord? Donc on voit ici que quoi? Qu'on est obligé de passer par une intervention divine, pour qui on est redevable. Ouais. C'est-à-dire qu'Hachem se présente à nous, non pas, on aurait pu dire, je suis Hachem qui t'a donné la terre d'Israël. Pourquoi la Torah nous dit, je suis Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte. Je suis Hachem, ouais, qui t'a fait sortir de la fournaise. Pour te donner la terre d'Israël. Dis-moi, je suis Hachem qui t'a donné la terre d'Israël. Pourquoi tu as besoin de me faire sortir de quelque part pour me donner un cadeau? Ouais. Donne-moi le cadeau et moi je te serai reconnaissant pour le cadeau que tu me donnes. D'accord? Ça c'est la question. Dans tous les cas, on va retenir une chose très importante, c'est que déjà premièrement, on a un décalage, et ça je pense que c'est un point très important, de comprendre que qu'il y a un décalage entre ce qu'est Israël, ouais, de point de vue de la Torah, et notre connaissance historique d'Israël. La preuve en est, c'est quoi? C'est que, et on va en parler, c'est que Herzl est présenté comme celui, et c'est vrai, comme celui qui théorise, ouais, le retour des Juifs sur leur terre. On a besoin d'une terre, donc il faut une terre. Ouais. Mais là, ici, le sujet est annoncé dans la Torah de manière très différente. D'accord? Et bien avant notre Théodore Herzl. Mais il y a quand même une chose que vous ne savez pas, c'est que Herzl est la vedette de l'histoire, mais il y a quand même eu des gens, avant lui, qui ont écrit des livres sur ce sujet-là, c'est-à-dire le retour des Juifs sur leur terre, et une terre pour les Juifs. Ouais. Un monsieur qui s'appelait Moses S. Ouais, vous connaissez Moses? Moses était un Allemand qui a vécu bien avant, il a vécu quelques années avant, Herzl. Vous n'avez pas entendu parler de Moses? Moses S. Vous n'avez pas entendu? Alors Moses S, c'est d'ailleurs Herzl lui-même dans son discours,
à la première, comment on appelle ça, premier congrès, ouais, comment dire, du sionisme, il a reconnu à Moses S, bah, comment dire, l'Abéroa, il a reconnu le droit d'aînesse, ouais, en reconnaissant que 30 ans avant lui, il avait écrit, ouais, exactement ce que lui donnait aujourd'hui. Ouais. Seulement Moses S, il n'avait pas été aidé par l'histoire. Ouais, pourquoi? Parce que, bah, évidemment, il n'y avait pas eu d'événement qui avait amplifié l'antisémitisme et qui faisait que quoi? Que bah, il puisse être audible, il puisse être entendu comme dans l'urgence notre cher Herzl. Il faut savoir que Herzl, il n'a pas théorisé longtemps, ouais, puisqu'il est mort très vite, il est mort jeune, et que en plus de ça, c'est une affaire pour lui qui a duré une dizaine d'années. C'est-à-dire il a parlé sur la terre d'Israël une dizaine d'années, d'accord? Alors, il y a plein de gens qui vont raconter des choses, etc. Moi, je ne suis pas un historien. La seule chose que je sais, c'est ce que les gens écrivent, d'accord? Nous, on ne fait pas de la fabulation sur l'histoire. Ouais. La seule chose qu'on sait, c'est quoi? C'est que les gens assument leurs paroles. En général, quand quelqu'un il te dit quelque chose, il le pense. Ouais. Maintenant, comment dire, on va d'abord commencer par Moses, notre cher Moses. Ouais, on va lui reconnaître ça quand même malgré tout. Moses S était un monsieur qui était très investi politiquement. Les Juifs, il faut savoir que les Juifs à l'époque, au 19e siècle, ouais, ils ont, comment dire, depuis le 18e siècle, ils ont vécu ce qu'on appelle la question, de manière très forte, de manière intense, de l'assimilation. Ouais, comment on va pouvoir être intégré, comment on va pouvoir, comment dire, être accepté par les nations. Ça commence par des auteurs, on va dire, célèbres. Le premier auteur qui a du sens et qui a du poids. Alors, on pourrait parler de Spinoza, mais Spinoza était un accident à l'époque où il a écrit. Ouais, mais il a quand même été, après, pris comme référence. Et il y a un auteur qui, lui, n'était pas un accident, pour le coup, c'était Mendelssohn. Ouais, Mendelssohn est un monsieur qui a écrit énormément sur la question de l'intégration et l'assimilation du peuple juif, de comment le juif va pouvoir se séparer, c'est-à-dire en tout cas vivre la séparation, ouais, la même séparation que les chrétiens voulaient imposer à cette époque-là, ouais, de l'Église et de l'État, de la religion avec le pouvoir politique. D'accord? Maintenant, c'est un peu ennuyant, mais il faut un petit peu d'histoire, d'accord? C'est un peu important de connaître un minimum. Ouais, je vous raconte juste une petite anecdote. Comment dire, c'est très important justement, de ne pas écouter les médias, parce que les médias, la plupart du temps, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne font que relayer, des événements qui jaillissent à l'instant présent et qui sont interprétés sur le présent. Mais évidemment qu'il y a une histoire, et l'histoire elle est complexe. Mais il faut aller au bout du jeu. C'est-à-dire que puisque l'histoire elle est complexe, ça veut dire qu'il y a une ancienneté. Ouais, il y a, bien entendu, une généalogie de l'histoire. Et il faut savoir d'où on vient, d'où ça commence, ouais, quels sont les sujets. On ne peut pas se contenter de voir quelque chose et de voir cette chose au présent et dire, ah, tu vois, ça c'est comme ça et ça c'est comme ça. Ouais. Sinon, malheureusement, on n'est pas responsable de l'histoire et au bout du compte, on fait n'importe quoi. Donc, il y a une histoire, ouais, il y a une origine. Et cette origine-là, elle est complexe. C'est-à-dire, historiquement parlant, elle est complexe. Ouais. Il y a on raconte comme ça qu'une fois Béni Lévy, ouais, il était à Nice d'ailleurs, il était à Nice et il faisait une conférence. Il faisait une conférence auprès de gens et dans sa conférence, bien entendu, il parle à un moment donné du sionisme. Lévinas, ouais, a beaucoup, a beaucoup attaqué certaines choses, ouais, du point de vue de la philosophie. Il a beaucoup attaqué certains positionnements des sionistes modernes, d'accord? Et donc à un moment donné, Béni Lévy fait une distinction entre la Torah et le sionisme. Et là, il y a une dame qui, à la fin, on lui pose la question, et elle dit, mais je comprends pas, pourquoi vous faites cette séparation-là? Quelle séparation il peut avoir entre l'amour d'Israël et la Torah? Et là, Béni Lévy lui répond, mais écoutez, madame, je pense qu'il y a des limites à l'ignorance. Ouais. C'est-à-dire que
la question n'est pas de répondre. Ouais, la question n'est pas de répondre, de savoir quoi répondre. La question, c'est au moins de se cultiver et avoir des références. On ne peut pas se contenter d'hériter de quelque chose comme ça, bêtement, ouais, et comment ne pas savoir d'où viennent les choses. Ouais. Donc ça, c'est important. Donc déjà, premièrement, c'est pour ça que j'ai choisi, si je peux me le permettre, de vous donner plein d'éléments, d'accord, qui vont vous faire réfléchir et qui vont au moins vous donner l'envie de vous instruire, ouais, d'aller voir les choses. Qui ici a lu le livre de Herzl? Non mais vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est grave, c'est-à-dire c'est très grave. C'est-à-dire qu'on parle de sionisme toute la journée, mais on ne sait pas ce que c'est. Je suis sûr, maximum, on a vu une photo de Herzl dans Wikipédia en pensant que c'était un rabbin, parce qu'il a une barbe et qu'il a une tête de rabbin. Mais en vérité, Herzl n'était pas du tout un rabbin. Herzl était marié avec une non-juive, d'accord? Il avait ses enfants baptisés à l'église, et il n'avait rien du tout d'un rabbin. Donc il faut connaître un peu l'histoire. C'est-à-dire c'est important de connaître d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Est-ce que ça, vous le saviez, par exemple? Eh ben oui, voilà, c'est-à-dire c'est important de connaître. Ouais. Donc c'est au moins le but de nos discussions, c'est au moins d'aller s'instruire et d'aller lire. Ouais. Quand on parle de quelque chose, il faut qu'on sache si on est manipulé ou bien on peut avoir son propre avis sur la question. D'accord? Donc je reviens à Moses. Moses aussi a écrit des livres. Ouais. Il a écrit sur Jérusalem. Ouais. Un très beau livre d'ailleurs. Mais, alors, ce Moses, il faut savoir, et c'est le point de réflexion que je veux avoir avec vous. C'est quoi? C'est qu'à l'époque, les Juifs étaient perturbés sur la question de leur acceptation auprès des nations. D'accord? Les Juifs, le peuple juif, a souffert énormément de l'exil, surtout en Europe. Ouais, pas qu'en Europe, mais en tout cas proche de nous en Europe. Ouais. En Europe, les Juifs étaient, maltraités, c'était des populations de seconde ou même de 3e ou 4e classe. Ouais. Savoir qu'en Allemagne, il y avait des catégories de Juifs. Il y avait des catégories 1, 2, 3 et 4. Et savoir si lui, il avait plus de privilèges que l'autre, etc. Parce qu'ils étaient considérés comme des sous-hommes. Ouais. Ils n'étaient pas du tout intégrés. Donc chez les Juifs, il y avait cette question-là de comment se faire accepter par les nations. Ouais. On a toujours cette question d'ailleurs, mais un peu différemment. Mais dans tous les cas, ouais, ils étaient maltraités, et les Juifs étaient tellement assimilés que pour eux c'était normal. C'est-à-dire que vous regardez un petit peu, tout le monde se pose la question bêtement, parce que, c'est-à-dire on se pose la question bêtement parce que nous on n'est pas à leur place, et on ne sait pas ce qui se passait, donc on ne connaît pas l'histoire. Mais tout le monde se pose la question, comment ils ont pu se laisser faire, comment ils ont pu rester là-bas, etc., et finir dans des camps atrocement tués. Ouais, comment ils ont pu se laisser... C'est-à-dire, il faut savoir qu'ils étaient tellement assimilés, tellement confiants de leur environnement que la question ne se posait pas d'aller ailleurs ou d'aller se sauver de quoi que ce soit. C'était leur ville, c'était leur pays, c'était leur endroit. Ouais. Einstein ne voulait pas quitter l'Allemagne. Il ne voulait pas quitter l'Allemagne. Il était même fier de l'Allemagne. Il voulait rester en Allemagne. Ouais. Il a été contraint et forcé de partir. Et encore lui, il a eu de la chance de pouvoir partir. C'était limite. Mais, dans tous les cas, c'est-à-dire, il faut savoir que ils aimaient leur pays, ils aimaient leur endroit, ils aimaient l'Allemagne. Ouais. Maintenant, ça, c'est tellement vrai que beaucoup d'auteurs juifs, depuis le XVIIIe siècle, ont écrit sur la question de comment les Juifs vont pouvoir se faire accepter. Ouais, la fameuse question juive n'a pas été traitée que par les goïms, que par les nations. Elle a été traitée aussi par des Juifs. Ouais, la question juive amène une réponse. Il faut nous donner une réponse. On a un problème juif, il faut le solutionner. Ce problème juif a été pensé par des Juifs. Et Herzl fait partie de ces gens-là qui ont traité le problème juif. Comment on résolu le problème juif? L'événement qui a, de ce qu'on dit, mais même lui le dit aussi, l'événement qui a fait en tout cas beaucoup travailler Herzl, ouais, c'est l'affaire Dreyfus. Ouais, l'affaire Dreyfus, c'est quoi? Un monsieur qui est complètement assimilé, intégré complètement, et c'est un héros de guerre. Il est un rang très haut placé dans l'armée, et puis d'un coup, pour un simple antisémitisme, il se retrouve être maltraité, mal jugé. On cherche même pas à savoir ce qui se passe, ouais, et on va le tuer.
On va le tuer parce que c'est un traître, parce que lui, étant journaliste, il traite l'affaire de près et il voit que c'est de l'antisémitisme pur. Alors bien entendu, autour de de cet événement se pose une question. Mais comment les Juifs peuvent être acceptés? Si même les Juifs qui sont les plus assimilés, les plus exemplaires dans la société dans laquelle ils vivent, ils sont traités comme étrangers de leur civilisation, c'est qu'on a toujours un problème juif qui est là et auquel il faut apporter une solution. Donc c'est en cela que Herzl est original, ouais, c'est pas du tout sur le fait que les Juifs ont une terre, parce que les Juifs ont une terre depuis Abraham, ouais, c'est sur le fait d'apporter une réponse à ce problème juif. Ouais, donc il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire quand on parle de sionisme, ouais, on parle d'une réponse à un problème. Et quel est ce problème? C'est le problème juif, c'est-à-dire comment les Juifs vont être intégrés dans ce qu'on appelle les nations. Ça, c'est la question d'Herzl. Et il le dit explicitement, il s'en cache pas, en expliquant que il comprend pas comment, c'est-à-dire malgré tous les sacrifices que les Juifs ont été capables de faire, c'est-à-dire renier leur identité de manière la plus totale, eh bien on les déteste quand même. Alors qu'ils font tout de manière exemplaire. Ils sont complètement soumis à l'idéologie de leur endroit. Au point de se laisser complètement maltraiter. Donc il n'y a plus du tout de revendication d'identité. C'est là que va naître la question de savoir comment on fait pour faire que les Juifs soient acceptés dans le monde. Et là, Herzl propose une solution. Il dit, étant donné que les Juifs sont trop différents des nations, alors ils ne peuvent pas être intégrés aux nations s'ils n'ont pas leur propre terre. D'accord? Ça, c'est la définition du sionisme. Étant le sionisme né de l'antisémitisme. D'accord? Le sionisme né de l'antisémitisme. La nécessité de trouver une terre pour un peuple qui se trouve être un problème pour les civilisations et pour les nations. Comment Herzl propose une solution? La question, c'est de savoir si nous, maintenant, aujourd'hui, on voit là, dans ce problème juif une solution. C'est de savoir, est-ce que les Juifs sont acceptés parmi les nations, plus acceptés parmi les nations, maintenant qu'ils ont un pays? Ça, c'est la question. Et c'est là-dessus qu'il s'est concentré. D'accord? Donc, c'est bien important de comprendre que le sionisme, c'est quelque chose de moderne. C'est un mouvement moderne, un mouvement politique. Je vais préciser maintenant. Et qui n'a rien de religieux. Rien de religieux. Si, oui, il y a quelque chose de religieux, c'est de savoir au moins la reconnaissance de l'antisémitisme. Moses, 30 ans plus tôt, lui, emporté par les théories marxistes, et socialistes de l'époque, d'accord, il se dit, il y a une manière d'intégrer les Juifs au monde, c'est la fameuse théorie de Hegel, qui est de dire que l'histoire va rendre plus intelligents les hommes. Comment les hommes deviennent plus intelligents par l'histoire? Alors Marx dira, la lutte des classes. L'économie amène la lutte des classes, et la lutte des classes fera un jour qu'à un moment donné, ils vont devenir plus intelligents et ils vont s'accepter. Parce que le pauvre Marx, lui, il pensait que la religion, c'était l'opium du peuple. C'était quelque chose qui endormait les gens. D'accord? Donc la seule manière d'échapper, de s'émanciper de la médiocrité des identités, c'était quoi? C'était la lutte des classes. Donc lui, Moses, convaincu, de manière, politique, convaincu que l'issue qui amènera l'émancipation du peuple juif parmi les nations et qui délivrera le peuple juif de cet antisémitisme, c'est quoi? C'est la lutte des classes. L'histoire amènera les hommes à s'émanciper et à faire en sorte qu'on s'accepte les uns les autres. Et lui, pareil, retournement, il voit que c'est des bêtises, il voit qu'au bout du compte, il n'y a qu'une question de pouvoir, et que
ben, les théories matérialistes d'Hegel, ben, elles ne sont pas satisfaisantes. Donc il retourne à la spiritualité, à sa manière, d'accord? Et il vient et il théorise les mêmes théories que Herzl, 30 ans plus tôt, en disant, ben non, en fait, la lutte des classes n'amènera pas de solution. Ouais. Les juifs doivent se renforcer dans leur identité, ouais. Mais on ne peut pas renforcer les juifs dans leur identité religieuse. Sinon, on n'amène pas de solution. Quel va être le renforcement de l'identité sans religion? Il faut une terre pour le peuple juif. D'accord? C'est exactement la définition du sionisme 30 ans plus tôt, sous une autre forme, mais en tout cas qui explique ce mouvement. Ouais. Faut comprendre ici, nous, on n'est pas traumatisés par ça, on ne comprend pas ça. Mais parce que nous, aujourd'hui, on ne se pose plus la question, quelque part, d'être accepté ou pas être accepté. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une époque, on va dire, on est dans l'œil du cyclone, où on pense que tout est calme. Ouais, ça va, aujourd'hui, on est juif et ça pose pas de problème. Et celui à qui ça pose un problème, on lui casse la gueule. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on pense aujourd'hui. Mais, mais en vérité, le problème est toujours là. Ouais, puisque Bayan nous le disait tout à l'heure, son problème, c'est de voir les médias qui crachent sur le juif, parce que c'est pas sur Israël qu'ils crachent. Ouais. Ils crachent sur le juif, d'accord? Par le prétexte d'Israël, ouais, parce que c'est toujours le même problème, c'est comment les Juifs vont s'intégrer au monde, comment les Juifs vont se soumettre à l'idéologie générale qui est l'émancipation des peuples. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème chez le Juif? Qu'est-ce qui pose problème chez le Juif? Alors, ce qui pose problème, et ça c'est quelque chose d'objectif, ce qui pose problème, c'est que c'est un peuple qui peut vivre sans terre. Ça, c'est le vrai problème des nations. Le peuple juif est le seul peuple qui survit à l'absence d'une terre. Pendant plus de 2000 ans, le peuple juif était au milieu des nations et la terre ne l'a pas empêché de vivre, elle n'a pas empêché de transmettre, elle n'a pas empêché de garder sa religion, de garder son identité. D'accord? Ça, c'est ce qui fait qu'en vérité, le peuple juif n'a pas besoin d'émancipation. Aux yeux des nations, le peuple juif n'a pas besoin d'émancipation. Pourquoi? Parce que s'émanciper, la nécessité de s'émanciper, et donc de se libérer des contraintes de l'identité, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une terre. Lorsqu'on a une terre, alors se pose la question des identités. Mais lorsqu'on n'a pas de terre, et qu'on n'a pas besoin de terre pour avoir une identité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de se libérer. On n'a pas besoin de s'émanciper. Du coup, au regard des nations, le seul peuple qui ne fait pas partie du mouvement de l'histoire et du mécanisme de l'histoire, c'est Israël. Alors, il a beau vouloir s'intégrer, il a beau faire comme les autres, il a beau vouloir faire le perroquet, même si aujourd'hui, il s'appelle Martin plutôt que Moses, parce que Moses, comment il s'appelait avant? Il avait changé son nom. Il s'appelait Marty. Il s'est fait appeler Marty. Marty, pour pouvoir s'intégrer. Vous savez comment il s'appelait Béni Lévi? Comment il s'appelait? C'était quoi son nom avant de revenir à Béni? Binyamin. Il s'appelait Pierre Victor. Qui lui avait donné ce nom? C'était la copine de Sartre. Ouais. Il dit, attends, tu peux pas t'appeler Binyamin. Attends, t'es un leader socialiste. Binyamin, ça fait tâche. On va t'appeler Pierre Victor. Maintenant, Moses, comme il était embarqué dans les théories de la fumette, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il s'appelait Marty. Il s'appelait plus Moses. Maintenant, quand il a quitté la fumette, il est revenu à la réalité. Il a dit, mais non, on est obligé de renforcer notre identité. Donc, il a repris son nom Moses. Ce que Herzl n'a pas fait. Herzl, mesquin, lui, il a eu un destin qui était terrible. Ses enfants, ils se sont suicidés. Bref, il faut lisez un petit peu, cultivez-vous, c'est important. Maintenant, Maintenant, là, ici, comprenez bien le problème. Comprenez bien le problème. Aux yeux des nations, le peuple juif est un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le mécanisme de l'histoire. Le mécanisme de l'histoire, c'est quoi?
c'est la nécessité de s'émanciper. Et s'émanciper vers une unité, on va dire théorique, ouais, parce qu'elle est plutôt imaginaire que réelle, d'accord, dans laquelle on va pouvoir se passer de Dieu. Comment un homme peut s'émanciper, ouais, comment un homme peut obtenir sa liberté s'il est contraint par Dieu? Il ne peut pas. Il est obligé de se libérer de Dieu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme il peut aller au bout, ouais, de sa libération du divin? Alors, soit son nationalisme, mais le problème c'est quoi? C'est que son nationalisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser des guerres. Soit, ouais, ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la mondialisation. Tout le monde est pareil, tout le monde a la même chose, chacun a son lopin de terre, on se dispute plus pour des bêtises, des broutilles de territoire, etc. Les seuls qui se disputent encore pour des broutilles de territoire, c'est qui? Bah, c'est Israël. Et ça, c'est ridicule, c'était nous il y a 1000 ans. Mais vous êtes des arriérés. Ouais, vous vous disputez encore pour un lopin de terre. Cette question-là n'est plus au goût du jour. Elle n'est plus au goût du jour. Sauf que la différence, et ça, même les Juifs ne l'ont pas compris, c'est quoi? C'est que nous, les Juifs, on ne se dispute pas pour un lopin de terre pour avoir une identité. On ne se dispute pas pour avoir une légitimité sur le, comment dire, auprès des nations. C'est qu'au fond, on se dispute pour cette terre parce que c'est là où on applique nos mitzvot. C'est là où on fait ce que Dieu nous demande. Sauf que nous, on l'a oublié. Ouais, on l'a oublié comme les nations ont voulu qu'on l'oublie. Ouais. C'est intentionnel. Chez nous, on ne fait pas exprès. Ouais. On est des meskénim. Mais, mais en vérité, le fond du fond, c'est quoi? C'est qu'un peuple qui peut vivre sans terre, quelle est l'utilité d'une terre? Elle n'a aucune utilité. T'as pas besoin de terre pour vivre, toi. Tu peux vivre ton judaïsme sans terre. Alors à quoi ça te sert d'avoir une terre? Tu te rends compte, tu échappes à tous les modèles de l'histoire. Maintenant, quelle est la nécessité d'une terre pour le peuple juif? C'est ce que Hachem il dit à Abraham. Il dit quoi? Tu veux être certain que ta descendance elle veut un territoire? Tu veux être sûr que ta descendance veut un territoire? Pour ça, il faut payer cher. Il faut être éduqué à être étranger dans le monde. C'est-à-dire que quoi? Que tu seras toute ta vie dépendant de cette réalité-là, que quoi? Que si tu as pu sortir d'un endroit duquel tu étais étranger, c'est parce que moi, je t'ai fait sortir. Tu veux une terre? Pas de problème. Du point de vue du juif, je parle. Pas du point de vue des nations. Du point de vue des nations, c'est juste pour avoir un endroit où habiter et créer une relation sociale. Ouais, donc créer au moins une dimension de moralité. Mais nous, on n'a pas besoin de la terre pour être moral. Même c'est pire que ça. Quand on a la terre, on est immoral. Parce que l'immoralité, c'est quoi? C'est se défaire de Dieu. C'est ça l'immoralité. Celui qui prétend que sa moralité, c'est lui qui la dicte, il est complètement immoral. Pourquoi? Parce qu'il ne fait plus attention à l'autre. Donc qu'est-ce qu'ils font? En vérité, c'est quoi la théorie de Hegel? C'est-à-dire qu'on va tout le temps se disputer. Tous les jours, on va se disputer les uns les autres, à dire ma morale est mieux que la tienne, ma morale est mieux que la tienne. Au bout du compte, à force de se disputer, on va trouver une seule morale commune. Mais qui va émerger de quoi? De milliards de disputes. Et encore, c'est pas dit. Ouais. Mais lui, comme ça, lui, il théorise. La raison aura raison de la bêtise humaine. D'accord? Bon, c'est un croyant au final. Ouais. Mais l'idée, elle est simple. C'est quoi? C'est que le peuple juif, il a pas ce problème-là. Il est moral, bon gré mal gré. Parce que sa moralité ne vient pas de lui. C'est pas lui qui la dicte. Donc il se dispute avec personne. Pourquoi il se dispute avec personne? Parce qu'il n'a pas besoin d'un territoire pour pouvoir affirmer sa moralité. Et donc son immoralité. Ouais. Dès que tu appartiens à une terre, dès que tu prétends, toi, avoir ta moralité, ouais, installée sur ta terre, sur ton lopin de terre et tes frontières qui déterminent ton pouvoir, tu es immoral parce que tu n'as plus besoin de Dieu. Ça, c'est l'intégration parfaite du peuple juif dans l'histoire. D'accord? Sauf que, bien entendu, Dieu veille au grain, ouais, et il garde l'antisémitisme comme quelque chose de constant et qu'on ne peut pas défaire. D'accord? Donc, je vous ai donné plein d'éléments. Je ne vais pas faire trop long parce que ce serait dommage. Après le cerveau, il marche plus. Mais mais au moins, c'est-à-dire, juste le but de tout ça, c'est de comprendre que le sujet n'est pas simple. Ouais. C'est-à-dire que la question du sionisme, c'est pas une question
qui est religieuse. Clairement. C'est une question politique. D'accord? Elle devient religieuse justement lorsqu'elle se confronte à la religion. Et en vérité, la question du sionisme, c'est une question très générale pour tous les peuples du monde. Ouais. C'est la question du nationalisme. Est-ce que le nationalisme amène une émancipation ou pas? C'est une question objective, sur laquelle beaucoup de penseurs se sont penchés. Ouais. D'un côté, on a, l'idéologie socialiste, qui était censée amener une émancipation. De l'autre côté, on a la question du nationalisme, qui, elle aussi, était censée amener une émancipation. Et il y a un monsieur qui a mélangé les deux et qui a foutu le bordel. Ouais. National-socialisme. Ça vous dit quelque chose? Maintenant, ce mélange des deux, ça a créé une bombe qui a fragilisé l'histoire et qui fait qu'aujourd'hui les nations ne croient plus, ouais, ils y croient plus clairement, à la dialectique de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'à un moment donné l'homme pourra s'émanciper. La seule manière de s'émanciper, c'est de croire à rien. Parce que l'homme ne vaut rien, donc la moralité n'est plus. Une fois qu'on a détruit toute moralité, eh bien, on ne peut plus prétendre à une quelconque moralité ou identité ou quoi que ce soit. On enlève toutes les identités parce qu'elles ne servent plus, elles sont trop violentes, trop méchantes. Ouais. Mais seulement, il y a un peuple qui continue de nous emmerder. Ouais. C'est le peuple juif. Encore une fois, on a le problème. Mais nous, on leur crie, on arrête. Mais on est ce que vous étiez avant. Voilà, on fait comme vous. Mais on n'est plus ce que vous êtes. Comment on fait? D'accord? C'est des questions existentielles, c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir. Nous, notre génération, à nous qui a la responsabilité des futures générations. D'accord? Pas les débiles qui nous ont précédés. Ouais, parce que c'est le cas. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs. Beaucoup trop de... Comment dire? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Nous, on doit réfléchir sur tout ça. Mais pour réfléchir, il faut un minimum de connaissances. Il faut un minimum connaître l'histoire. Et surtout, beaucoup d'objectivité. Tu peux pas arriver. Quand je dis connaître l'histoire, c'est pas que connaître l'histoire écrite par les autres, mais connaître ta propre histoire. Déjà, de savoir qui était Abraham, à quel moment Hachem il a proposé la terre d'Israël, c'est quoi le projet de la terre d'Israël dans la Torah. Parce que ça, c'est quand même une histoire qui a précédé. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire que si on fait un tour de table, je m'excuse de vous parler comme ça, mais c'est très important qu'il y ait au moins quelqu'un un jour qui vous le dit. Ouais, c'est-à-dire que là, maintenant, même ce qui est 100 ans, il y a 100 ans, vous ne connaissez pas. Alors imaginez-vous comment vous pouvez connaître quelque chose qui a 3000 ans. C'est terrifiant. Et vous vous rendez compte, bien sûr, que nous, 70 ans, 80 ans après la Shoah, dans 100 ans, il n'y a plus personne qui en parlera. Pourquoi? De toute façon, si on oublie, on ne sait même pas qui est Herzl. Mais on est sioniste. Mais t'es sioniste, c'est pas qui c'est Herzl. Tu endosses tout ce que Herzl te dit. Fais attention, tu sais pas ce qu'il a dit. Prends un livre, lis. Il a écrit un livre. Faut qu'on le lise. Lis-le au moins. Perds pas ton temps, lis-le. Vois qu'est-ce qu'il dit. Et tu verras là-bas que c'est pas simple. Tu vas pas forcément t'y reconnaître. Ouais. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Donc ça, c'est, comment dire, je veux juste répondre à la question, c'est-à-dire, et pour moi, comment dire, c'est révélateur. C'est-à-dire, connaître le sionisme à travers les critiques que l'on peut en faire, ouais, surtout venant des nations, bah, c'est malheureux. Et tu as raison de poser la question. Et maintenant, c'est ça le sionisme. Mais d'un autre côté, tu peux pas faire que ça. Il faut que tu commandes des livres. Sur Amazon, c'est très simple. Aujourd'hui, ça coûte pas cher. Ouais. Tu prends le livre, le livre de Herzl, tu le lis sur son projet. Tu te documentes un peu et tu vois qu'au final, c'est une vraie pelote de laine et que Herzl, en fait, est insignifiant dans le projet sioniste. C'est juste un instrument. Mais que la complexité de cette réflexion vient d'un malaise qui était un malaise générationnel. Pas qu'un malaise générationnel, c'était un malaise qui s'appuie sur des couches d'antisémitisme qui sont millénaires. C'est-à-dire,
On parle de quelque chose qui, comment dire, qui n'a pas quitté l'histoire du monde. D'accord? Donc ça, c'est ça le sionisme. Bien entendre, ouais, que le sionisme est une réponse à un problème. En tout cas, une tentative de réponse à un problème. Mais un problème qui est typiquement un problème de juifs assimilés. Qu'est-ce que je fais, moi, juif assimilé, au milieu des nations qui m'en veulent? Je fais comment? Et comprenez bien, cette question-là, c'est une question qui est profonde. Comment se fait-il que quoi? Qu'un juif, d'accord, qui n'a plus rien de juif, et qui veut plus qu'on sache qu'il est juif. Il y avait des familles, d'accord, qui ne savaient même pas qu'ils avaient un juif dans leur généalogie. Même à 2-3 générations avant. Ils ne savaient même pas. Et un jour, on arrive, on tape un pote, mais t'es juif, toi? Comment ça, je suis juif? Moi, je suis juif. Tu rigoles ou quoi? Je suis pas juif. Je m'appelle Christian. Tu t'appelles Christian, mais t'as volé un nom qui t'appartient pas. T'es juif. Et il discutait pas, le gars. Il discutait pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te dérange? Même moi, j'ai oublié que j'étais juif. Je savais même pas. C'est toi qui me l'apprends. Donc pourquoi tu m'en veux? Je fais tout comme toi. Il n'y a même plus de questions. Je peux pas être un danger. Paf, explose à la figure la question des identités. Mais là, c'est pas une identité que tu cherches à revendiquer. C'est une identité que tu as malgré toi. T'as un nez crochu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire quand t'as un nez crochu. D'accord? Donc comment on fait? T'as de l'argent. Tu te rends compte, t'as de l'argent. Non, mais comment dire, c'est-à-dire, c'est des questions qui sont, voilà, qui sont importantes. Tu te rends compte le traumatisme des gens qui fuient leur judaïsme et qui veulent pas qu'on sache qu'il est juif, et puis d'un coup on tape à leur porte, mais en fait t'es juif, toi, arrête ton cinéma. Dreyfus, il a réussi, il est commandant, il est capitaine, il est dans l'armée, etc. Il est respecté. Tac, il suffit juste d'un gars qui dit, mais attends, lui c'est un juif, les gars, on va le démonter. Et là, tout le monde le suit. Ah ouais, il est juif, t'as raison. C'est un menteur, c'est un traître. C'est un traître parce que c'est un juif. C'est pas un traître parce qu'il est traître. C'est un traître parce qu'il est juif. Mais forcément, mais il faut leur dire aux nations. Oui, le juif est un traître. Mais c'est vrai. Le juif est un traître. Est un traître dans une histoire qui est purement inventée. Qui est une usurpation de l'histoire. Faire croire au monde entier que quoi? Que l'homme est moral dans une autonomie totale à Dieu, c'est une usurpation de l'histoire. Et à ça, le juif, il est traître. Le juif est traître de ça. Et c'est ce qui va te déranger. D'accord? C'est-à-dire, juste placer la question du sionisme au cœur d'une histoire qui a précédé le sionisme et qui continuera après le sionisme. D'accord? Bon, peu importe ce que vous avez entendu ou pas, mais je vous en prie, voilà, faites-moi plaisir, cultivez-vous. Prenez des livres, lisez un minimum. C'est-à-dire vous êtes des étudiants, donc ça devrait être facile normalement, mais voilà, achetez des livres. Lisez un petit peu votre histoire. Même pas je vous demande de lire l'histoire d'il y a 3000 ans. Bah, c'est préférable, parce qu'elle est plus intéressante, mais au moins celle qui a 50 ans ou 100 ans, sur laquelle tu crois dur comme fer et que tu es prêt à te battre pour elle. Et tu te bats pourquoi en fait? Tu sais même pas pourquoi tu te bats. Tu sais même pas de quoi on parle. Tu sais même pas de quoi on parle. Et si tu te bats pour des choses, tu sais même pas de quoi on parle, on va pouvoir te le reprocher un jour. Ah bon, tu te bats pour ça, toi? Mais tu sais que tu le savais. T'étais au courant? Au courant de quoi? D'accord? Tov, Hazak les amis.